Bonjour, le conseil d'administration de notre association Droit et Commerce, présidé par Marc Ringlet, a souhaité que nous organisions des conférences filmées sur des sujets d'actualité. Il nous a donc été demandé à Antoine Isbec et à moi-même d'inaugurer ce cycle par une présentation de l'ordonnance du 15 septembre 2021 sur la restructuration, ordonnance qui est partiellement une transposition de la directive de juin 2019 à la suite de l'habilitation qui a été faite par la loi Pacte en 2019. Nous allons donc vous exposer ces modifications qui viennent donc de cette ordonnance, mais aussi du décret du 23 septembre, le tout entrant en vigueur au 1er octobre 2021. Je commence donc par ce qui concerne la prévention, puis je vous parlerai de la sauvegarde, et Antoine vous parlera plus particulièrement du régime des classes de créanciers et de la sauvegarde accélérée. Disons-le tout de suite, la chancellerie a bien joué son rôle. On aurait pu la critiquer parce que les délais d'habilitation ont été dépassés, mais elle a eu fort à faire avec la crise de la Covid. Et globalement, cet exercice est réussi. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'essentiel de notre droit, plutôt efficace, a été préservé. On craignait en effet que le droit européen joue un rôle un peu destructeur sur un édifice qui fonctionne, encore une fois, plutôt bien. Je vais donc commencer par la prévention, en vous exposant les principales modifications. La première concerne le renforcement du devoir d'information du commissaire aux comptes auprès du président du tribunal de commerce. Il s'agit de pérenniser des mesures qui avaient été introduites par la législation, le terme est inapproprié, je devrais dire les ordonnances Covid, en ce qui concerne l'accélération de l'alerte du commissaire aux comptes. Désormais, dès la première phase, s'il y a une urgence, le tribunal de commerce pourra donc être alerté et la réunion organisée au tribunal de commerce avec le président aura lieu en présence du commissaire aux comptes et bien entendu du débiteur. Il s'agit donc d'aller plus vite et cette mesure est pérennisée. Il y a aussi la possibilité pour le président du tribunal de déclencher une mini-enquête dès qu'il convoque le dirigeant et non plus après. C'est l'article L611-2 du Code de commerce. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard du président du tribunal. On peut regretter ici que, justement, la loi Macron ait réduit le nombre des commissaires aux comptes et donc ces possibilités d'alerte. Le pouvoir donné au juge de la conciliation de reporter ou d'échelonner les créances non échues est une nouveauté, mais ce n'est possible que dans la limite de la durée de la conciliation. Auparavant, il y avait la possibilité de demander les délais de grâce de l'article 1343 alinéa 5 du Code civil. Cela existe toujours. Mais maintenant, il y a ce pouvoir de suspension des poursuites, pour autant qu'il existe une mise en demeure du créancier, pour autant qu'il existe des poursuites, ou même, s'il n'y a pas de poursuite, lorsque le créancier n'a pas répondu à une demande de standstill formulée par le conciliateur. Voilà qui a notablement aidé le succès de la prévention. Il faut tout de même indiquer que cette prévention, cette conciliation, qui pouvait durer jusqu'à 10 mois au lieu des 5 habituellement accordés, eh bien, cette possibilité s'arrêtera à la fin de l'année 2021 et nous reviendrons à des conciliations pour une durée de 4 mois plus 1 mois maximum, ce qui relativise ce que je viens d'indiquer. La caducité éventuelle de l'accord de conciliation ne va pas priver d'effet les clauses qui organisent les conséquences de cet accord. Il s'agit de la remise en cause d'une jurisprudence de la Cour de cassation qui avait rendu caduque
les sûretés qui avaient été accordées. Cour de cassation commerciale, 25 septembre 2019, numéro 18-15.655, notamment les observations du professeur Delpech au Dalloz Actu du 16 octobre. Nous avons aussi les fameuses créances de l'article 611 du Code de commerce, c'est-à-dire un nouvel apport de trésorerie aux débiteurs pour assurer la poursuite de l'activité ou la pérennité de l'entreprise. Eh bien, cette créance viendra en 5e rang des créances visées à l'article L. 643-8 du Code de commerce, et donc elle pourra être primée par les subsides, le superprivilège, les frais de justice, nés régulièrement après le jugement d'ouverture, les créances garanties par le privilège des producteurs agricoles. Autant dire que ça n'est pas forcément possible de récupérer cela, mais il y a cette possibilité. Des dispositions sont prévues en faveur des personnes co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L'accord de conciliation pourra être invoqué par certains co-obligés. Je vous renvoie ici au texte pour le détail. Nous avons à présent à exposer les sauvegardes. Alors, la sauvegarde a posé un double problème. Est-ce que la sauvegarde classique, celle que nous connaissons, allait disparaître au profit du cadre communautaire ? Je réponds tout de suite non, elle ne disparaît pas et c'est une bonne chose. C'est-à-dire que la procédure communautaire a été cantonnée à la sauvegarde accélérée, mais la sauvegarde, pour autant, va continuer à exister et c'est une bonne chose, avec tout de même quelques modifications. Tout d'abord, l'initiative reste aux dirigeants, ce qui est très important, avec un pouvoir édulcoré de l'administrateur judiciaire qui aura une mission de surveillance, et donc rien de changé là-dessus, c'est important. La procédure de sauvegarde va durer, malheureusement, c'est mon opinion, 1 an maximum, c'est-à-dire 6 mois renouvelables, mais plus de possibilités de renouvellement à l'initiative de parquet pour 6 mois supplémentaires, et c'est applicable à partir du 1er octobre. Donc, attention, la sauvegarde ne sera possible que sur une durée d'1 an. On a pour la sauvegarde des seuils de compétence des TCS, c'est-à-dire prévus par le décret du 23 septembre, 250 salariés et 20 millions de chiffre d'affaires net ou 40 millions de chiffre d'affaires net, puisque les comités anciens disparaissent au profit du nouveau régime très anglo-saxon des classes de créanciers qui va nous être exposé tout à l'heure par Antoine Diesbecq. Nous avons différentes innovations. Le juge commissaire peut autoriser le paiement du transporteur qui agit sur le fondement de L. 132.8 et le débiteur a exercé un droit de retrait litigieux, article 1699 du Code civil, la création d'un droit de priorité au sein de l'article L. 622-17 en 2e rang derrière le superprivilège pour les créances résultant du nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure. C'est le privilège de New Money de la période d'observation. Nous avons même un privilège post-plan qui existe. Les créances de l'exécution des contrats poursuivis régulièrement et dont le co-contractant accepte de recevoir un paiement différé viennent en 3e rang. Diverses dispositions vont restreindre les droits des créanciers. Nous renvoyons ici à L. 622-21. Nous avons une possibilité de modifier substantiellement le plan, ça existe déjà. L'information des modifications par le greffier sera faite dans les 21 jours de la réception de l'information au lieu de 15 jours précédemment. C'est le décret. La situation des co-obligés ou ayant consenti une sûreté personnelle
ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie est améliorée, possibilité de déclarer leurs créances pour ce qu'elles ont payé à la décharge du débiteur, possibilité de déclarer leurs créances avant paiement, notification au co-obligé de la décision d'admission de la créance principale sanctionnée à défaut par une inopposabilité de l'état des créances à leur égard, création d'un privilège au profit des producteurs agricoles sur le montant des produits délivrés au cours des 90 jours précédant l'ouverture de la procédure. Sur le plan de sauvegarde, quelques innovations. Celui-ci peut porter sur les créances déclarées admises ou non contestées, augmenter des créances identifiables lorsque les engagements de règlement de ce passif peuvent être établis sur la base d'une attestation d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes. Ça n'est évidemment valable que pour des entreprises qui ont une comptabilité fiable. Cela va accélérer la procédure et c'est une bonne chose. Il y avait déjà des débats sur la prise en compte du passif. Jusqu'ici, c'était très clair, c'était le passif déclaré, ce qui en pratique d'ailleurs n'était jamais tout à fait formulé de cette manière, puisqu'en définitive, c'était le passif plausible vu du côté du mandataire judiciaire qui était pris en compte. En cas de demande de modification substantielle du plan, le défaut de réponse des créanciers emporte acceptation des modifications, mais évidemment pas en cas de remise de dette ou de conversion de titres. Cela ne peut résulter du silence. Le montant des annuités prévues par le plan, qui ne pouvait déjà être inférieur à compter de la troisième année à 5% de chacune des créances admises, ne pourra être inférieur à compter de la sixième année à 10% de ce même montant, sauf pour les exploitations agricoles. Le tribunal arrête le plan après consultation des créanciers par le mandataire judiciaire. La situation est substantiellement différente lorsque le débiteur remplit les conditions pour que soient constituées des classes de parties affectées ou en cas de sauvegarde accélérée. C'est ce que va vous exposer Antoine Diesbecq. Lorsque ces seuils ne sont pas atteints, le juge commissaire peut toujours autoriser qu'il en soit fait application à la demande du débiteur, et seulement à sa demande. Alors la constitution des classes de parties affectées appelle quelques remarques préliminaires. La première, c'est qu'il n'y a pas de changement d'architecture du livre 6, et la réforme préserve complètement la faculté du tribunal d'imposer des délais uniformes de paiement, et non des remises, en sauvegarde et en redressement judiciaire, en l'absence de constitution de classe de créanciers. C'est un régime d'exception en l'état de l'importance des seuils, 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 40 millions de chiffre d'affaires. En 2020, 3460 mandats et conciliations ont concerné 205 769 salariés. 97% des procédures collectives concernent des entreprises de moins de 20 salariés et seulement 3% sont des sauvegardes et cela concerne 965 entreprises. 41 entreprises ont seulement plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 19 entreprises plus de 500 salariés. On le voit, la réforme ne va s'appliquer qu'à un nombre extrêmement réduit d'entreprises. Les classes matérialisent une hiérarchie entre les créanciers fondée sur une répartition reflétant les droits de chacun sur la valeur de l'entreprise et permettent une expression directe sans l'intermédiaire d'un mandataire judiciaire et individualisée par groupe ayant un intérêt économique commun. Les classes sont constituées par l'administrateur judiciaire sous le contrôle du juge commissaire qui s'assurera du respect du critère de l'intérêt économique commun. Au moins 2 classes distinguant les créanciers privilégiés d'une part, chirographaires d'autre part, outre là où les classes de détenteurs du capital, devront en outre s'accompagner du respect des accords de subordination qui devront être dénoncés à l'administrateur judiciaire à peine d'inopposabilité. Le vote sur le projet de plan. Celui-ci ayant été élaboré, seules votent les parties affectées, celles qui sont dans la monnaie pour les créanciers et celles dont les droits sont affectés pour les détenteurs du capital. Qui sont-ils? Les membres de l'Assemblée générale extraordinaire ou de l'Assemblée des associés, titulaires d'actions ordinaires, les membres des assemblées spéciales, mentionnés dans certains articles du Code de commerce,
Il s'agit d'une part des assemblées de titulaires d'actions d'une catégorie déterminée, par exemple actions de préférence, et d'autre part les assemblées de titulaires d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote. Et enfin, les membres des assemblées générales des masses, visés à l'article L228-103, il s'agit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital, ORA, OPSA, etc. Insistons sur le fait que les créanciers obligataires sans possibilité d'accéder au capital ne sont pas des détenteurs de capital au sens de l'ordonnance et seront traités comme des créanciers. Le principe de l'ordonnance est d'éviter les blocages de la part de créanciers qui ne pourraient recevoir aucun règlement en cas de liquidation judiciaire. Chaque classe vote à la majorité des 2/3, et là 2 cas de figure peuvent se présenter, ou bien le plan est adopté par l'unanimité des classes et le tribunal peut l'adopter, mais il devra procéder à un certain nombre de contrôles dont les points sont visés à l'article 626-31, égalité de traitement au sein des classes entre les parties affectées partageant une communauté d'intérêts suffisante et traitement proportionnel notamment. Deuxième point de contrôle important, aucune des parties affectées ayant voté contre le projet de plan ne doit se trouver dans une situation moins favorable du fait du plan que celle qu'il connaîtrait s'il était fait application de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise, soit encore au terme d'une meilleure solution alternative. C'est le Best Interest Test, qui est une notion qui s'invite dans notre droit. Deuxième hypothèse, ou cas de figure, le plan n'a pas été approuvé par toutes les classes et pourtant le tribunal pourra l'arrêter si les conditions prévues à l'article L626-32 sont réunies et il s'imposera alors à l'ensemble des créanciers, y compris les créanciers dissidents. C'est le cross-class cramdown, l'écrasement, l'application forcée interclasse, qui constitue une deuxième notion qui s'impose dans notre droit. Alors, quelles sont les conditions posées par 626-31, alinéa 2 à 7 ? Eh bien, ce sont notamment celles prévues pour arrêter un plan voté à l'unanimité des classes, les critères de répartition pour les classes, l'égalité de traitement au sein de chaque classe, la notification régulière à toutes les parties affectées, le Best Interest Test positif, tout nouveau financement est strictement nécessaire au plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Donc, deuxième série de conditions, que le plan ait fait l'objet d'un vote favorable émis par au moins une des classes de parties affectées autorisées à voter, autre d'une part que les détenteurs de capital, et autre que toute classe dont on peut raisonnablement supposer qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, après vérification de la valeur de l'entreprise en activité, en appliquant l'ordre de priorité qui serait en vigueur pour la répartition du prix des actifs ou du prix de cession. C'est à nouveau le Best Interest Test. Troisième sous-condition, dans le projet de plan, les créanciers qui ont voté contre le plan doivent être intégralement désintéressés par des moyens identiques ou équivalents lorsque des créanciers de rang inférieur sont partiellement payés ou conservent un intéressement. C'est la règle de priorité absolue et qui pose la question de la notion de moyens équivalents. Le tribunal ne pourra imposer un plan aux créanciers dissidents que si la règle dite de priorité absolue est respectée, c'est-à-dire que le plan ne peut, à cette fin, prévoir qu'une classe de rang inférieur sera désintéressée alors qu'en l'absence de plan, elle n'aurait eu droit à rien et que dans le même temps, les classes de rang supérieur ne sont pas entièrement désintéressées. On verra qu'il y a une exception à ce principe un peu plus loin. Il faut enfin vérifier qu'il existe un vote favorable d'une majorité de classes de parties affectées dont au moins une est une classe de créanciers titulaires de sûreté ou d'un rang supérieur aux créanciers chirographaires. Enfin, aucune classe ne doit recevoir ou conserver plus que le montant de ses créances ou intérêts. Voyons maintenant le cas particulier des détenteurs du capital. Si la classe dissidente est une classe de détenteurs du capital, l'application forcée du plan pourra avoir lieu également à leur encontre, mais à certaines conditions. Seulement si l'entreprise atteint certains seuils, 250 salariés et plus de 20 millions de chiffre d'affaires ou 40 millions de chiffre d'affaires. On peut raisonnablement supposer, d'autre part, qu'après vérification de la valeur de l'entreprise en activité, les détenteurs du capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou ne conserveraient aucun intéressement en appliquant l'ordre de priorité qui serait en vigueur pour la répartition du prix des actifs ou du prix de cession. On retrouve le Best Interest Test. En outre, lorsque le plan prévoit une augmentation de capital souscrite par rapport en numéraire, non approuvée par la classe de détenteurs du capital, le plan ne pourra être arrêté que si celle-ci accorde aux détenteurs du capital un droit de préférence à proportion de leur participation. C'est une disposition anti-dilution forcée. Se posera la question de savoir si les apports par compensation de créances sont équivalents aux apports en numéraire. Ce sont des débats de demain. En tout état de cause, le plan ne peut leur être imposé s'il prévoit une cession de tout ou partie de leur titre. C'est la disposition anti-cession forcée. Une disposition particulièrement intéressante
et que le jugement arrêtant le plan dans les conditions que j'ai rappelées se substituera aux assemblées compétentes et, si besoin, le tribunal donnera pouvoir à un mandataire pour procéder aux formalités statutaires. C'est une violation caractérisée du droit des sociétés qui constitue une des innovations majeures du texte. Dernier point sur ces plans, c'est que toutes les conditions que j'ai évoquées peuvent en partie trouver des dérogations sur la demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire. L'application forcée du plan peut être décidée sans respecter la règle de priorité absolue, à la condition que cette dérogation soit nécessaire à la pérennité de l'entreprise. Ainsi, le plan peut valablement prévoir qu'un fournisseur chirographaire pourrait être désintéressé ou partiellement désintéressé, tandis que dans le même temps, un créancier bancaire senior ne le serait pas intégralement. C'est donc la règle de priorité relative à opposer à la règle de priorité absolue. Le tribunal, comme on le voit, conserve un vrai rôle, et notamment celui de l'application forcée interclasse du plan. Même s'il y a unanimité des classes, il pourra également refuser d'adopter le plan, notamment s'il considère que la cessation des paiements n'est pas susceptible d'être évitée par le plan ou que celui-ci ne garantit pas la viabilité de l'entreprise. Vous aurez noté que la valeur du débiteur devient un référentiel. Une valorisation extérieure s'agissant de la valeur du débiteur pris comme entreprise en activité est utile pour l'application forcée du plan et l'atteinte aux droits des détenteurs du capital ou encore en cas de contestation par une partie affectée du Best Interest Test. Dans certains cas, il sera donc judicieux de faire procéder en amont à une évaluation à dire d'experts. Le classement en phase liquidative sera également un appui par référence à l'article L143.8 nouveau du Code de commerce qui détermine l'ordre de priorité des créanciers en cas de liquidation judiciaire. Évoquons maintenant le domaine de la nouvelle sauvegarde accélérée. C'est une variante particulière de la sauvegarde judiciaire qui implique nécessairement l'ouverture préalable d'une conciliation, quelle que soit la taille de l'entreprise, d'une part, et d'autre part, la constitution obligatoire de classes de créanciers ou de parties affectées. C'est une fusion des anciennes SA, sauvegarde accélérée, et sauvegarde financière accélérée, et maintenu la possibilité d'une sauvegarde accélérée semi-collective, dont toutefois les participants ne seront que des établissements financiers et assimilés. L'opérationnel, c'est-à-dire les créanciers et les fournisseurs en général, devront rester à l'écart. Il est impossible de limiter les effets d'une sauvegarde accélérée aux créances fournisseurs. Le principe de la procédure est l'identification d'un accord en phase de conciliation et la constatation d'un groupe de créanciers récalcitrants qui empêche la conclusion sécurisée d'un accord pérenne. Il est considéré que ces créanciers sont illégitimes car ils ne sont pas dans la valeur de l'entreprise et qu'ils ne devraient pas pouvoir orienter la procédure. Ce sont des créanciers non affectés. Et pour procéder à leur égard à l'application forcée interclasse, une sauvegarde est ouverte, mais en sauvegarde accélérée. Distinguons maintenant le redressement judiciaire de la sauvegarde. En sauvegarde, le débiteur a seul l'initiative de proposer un projet de plan, alors qu'en redressement judiciaire, les créanciers pourront eux-mêmes présenter un projet de plan avec le changement remarquable par rapport au texte antérieur que l'administrateur judiciaire aura l'obligation de le présenter au vote des classes de parties affectées, créant ainsi une véritable mise en concurrence. Il s'agit aussi d'une incitation renforcée à l'usage de la sauvegarde autour de l'enjeu du contrôle sur l'issue de la restructuration de l'entreprise. Les garants personnes physiques peuvent désormais se prévaloir du plan de redressement comme ils pouvaient hier se prévaloir du plan de sauvegarde. Voyons les articulations entre les procédures. En cas de refus d'arrêter le plan par le tribunal, en sauvegarde accélérée, le Code de commerce dispose que le tribunal met fin à la procédure. Par conséquent, si la société est en état de cessation des paiements, depuis plus de 45 jours, une déclaration devra être effectuée. Rien n'interdit cependant de faire une demande de sauvegarde si les conditions en sont réunies. En redressement judiciaire, en l'absence d'adoption du projet de plan, le Code dispose que les dispositions relatives aux classes de parties affectées ne sont plus applicables. Un nouveau projet de plan peut dès lors être élaboré dans les conditions de droit commun, ce qui veut dire que le tribunal pourra arrêter un plan de continuation sur 10 ans, comme par le passé. En sauvegarde, en revanche, à l'exclusion de la sauvegarde accélérée, puisque le traitement a été évoqué précédemment, ni l'ordonnance ni le décret ne traitent des conséquences d'un refus du tribunal d'arrêter le plan. Par conséquent, si le débiteur se trouve au-dessus des seuils pour la constitution des classes, il faudra élaborer un nouveau projet de plan, mais dans la limite des 12 mois, ou opter pour une nouvelle procédure, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
S'il est au-dessous des seuils, dans cette hypothèse, le débiteur avait usé de la faculté d'opter pour la constitution de classe, un nouveau projet pourra être élaboré dans les conditions de droit commun pour aboutir à un plan sur 10 ans. En cas de conversion, enfin, lorsqu'aucun plan n'a été adopté par les classes de parties affectées, ou si le tribunal l'a rejeté, il est prévu qu'à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public, le tribunal peut décider de la conversion en redressement judiciaire si l'adoption du plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements. Dans ce cas, les classes déjà constituées avant cette conversion sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion. Georges Teboul et moi-même espérons que cette initiative de droit et commerce d'abord pourra se répéter et surtout vous aura apporté quelques éléments de réflexion sur cette transposition de l'ordonnance de sauvegarde. Je vous remercie, à bientôt.